L'affaire Epstein, on a l'impression que tout a été dit, et surtout que n'importe quoi a été dit. La machine à rumeurs s'est emballée, les réseaux sociaux ont distribué les accusations à la volée, mais si on prend un peu de recul, si on met de côté tout ce bruit, que disent vraiment les documents officiels qui ont été déclassifiés? C'est ce qu'on va essayer de décrypter ensemble. Pour commencer, il faut bien mesurer l'échelle de ce dont on parle. Le ministère de la Justice américain a déclassifié plus de 3 millions de pages. C'est juste colossal. C'est une véritable montagne d'informations brutes, un labyrinthe dans lequel il est très facile de se perdre. Et ce n'est pas tout. À ça, il faut ajouter près de 2000 vidéos. Leur contenu, pour le grand public, reste encore aujourd'hui un immense point d'interrogation. Et plus de 180 000 images. C'est ce volume, ce déluge de données qui alimente toute la confusion et toutes les théories. Mais justement, quand on se plonge froidement dans les pièces officielles, eh bien une histoire bien différente commence à se dessiner. Et ça, c'est la question centrale. Et si le véritable scandale, ce n'était pas seulement la perversion d'un homme et de son cercle, mais l'utilisation de cette perversion comme une arme de contrôle géopolitique? C'est en tout cas la piste que ces documents semblent nous indiquer. Alors, première étape, on va analyser ce que ces dossiers judiciaires nous révèlent vraiment, en essayant de rester loin, très loin, des rumeurs des réseaux sociaux. Et tout de suite, il y a un premier élément qui surprend. Le premier pays qui apparaît dans cette histoire, c'est l'Algérie. Dès que les documents sont sortis, son nom a été jeté en pâture, directement lié au scandale. Mais qu'est-ce qu'il en est factuellement? D'un côté, la rumeur qui a enflé, très vite. De l'autre, les faits, les documents. Et quand on vérifie les listes d'invités, les registres de vol du fameux Jed Epstein, le constat est sans appel. 0 officiel algérien, 0 vol vers Alger. Rien. Du coup, la question devient évidente, non? Pourquoi mentionner l'Algérie si le pays n'était ni une source de victimes, ni un lieu de passage pour les complices? Eh bien, la réponse se trouve dans les véritables objectifs d'Epstein. Et ce n'était pas forcément ce qu'on croit. La pièce 312 du dossier nous éclaire. On y découvre des échanges purement financiers. En fait, Epstein ne cherchait pas de proie en Algérie. Il cherchait une porte d'entrée géopolitique. Son but, c'était d'utiliser le pays comme un levier financier dans le chaos qui a suivi la chute de Kadhafi en Libye. Mais, et c'est le point clé de cette histoire, l'Algérie a résisté. La porte est restée fermée. Alors que l'Algérie a tenu bon, d'autres pays, eux, ont été infiltrés au plus haut niveau. Direction la France, où là, les documents deviennent franchement accablants. Le premier nom qui saute aux yeux, bien sûr, c'est celui de Jean-Luc Brunel. La pièce 45 du FBI est formelle, il utilisait son agence de mannequins comme une simple façade pour recruter de très jeunes filles, des mineures françaises, pour le réseau Epstein. C'était lui, la porte d'entrée en France. Mais ça va bien plus loin. La pièce 203 révèle quelque chose d'assez incroyable. La fille de l'ancien ministre de la Culture Jacques Lang, Caroline Lang, a cofondé une société offshore aux îles Vierges avec Jeffrey Epstein. C'était en 2016. On parle donc d'une connexion financière directe en plein cœur des cercles de pouvoir. Et ce n'est pas tout. Des courriels déclassifiés montrent qu'en 2016 également, Epstein, qui, je le rappelle, avait déjà été condamné pour crimes sexuels à l'époque, correspondait directement avec l'Élysée. Et son interlocuteur, pour des questions de finances internationales, n'était autre qu'Emmanuel Macron, qui était alors ministre de l'économie. Si la France était un centre de pouvoir et de recrutement, le Maroc, lui, était la base opérationnelle. Ce témoignage glaçant de la victime Jane Doe 102 résume toute la froideur méthodique du réseau. Le Maroc était, en quelque sorte, le terrain de jeu. Un endroit où le silence et l'impunité pouvaient s'acheter. Et les registres de vol de la pièce 167 le confirment noir sur blanc. On y voit un schéma très clair. Une série d'atterrissages du Lolita Express à Marrakech entre 2002 et 2005. 5 séjours documentés. 5 voyages qui se sont déroulés loin des regards et des questions. Tout ça nous amène forcément à une question beaucoup plus large. Comment est-ce qu'un tel réseau a pu prospérer pendant près de 30 ans, au vu et au su de tous? Pour le comprendre, il faut peut-être regarder le système qui l'a permis et qui l'a protégé. Ce tableau est assez éloquent. Les documents citent des noms au sommet du pouvoir mondial, comme les anciens présidents américains Bill Clinton et Donald Trump. Leurs liens avec Epstein sont clairement documentés. Les conséquences pénales pour eux? Inexistantes. Le néant. Le message que ces dossiers semblent envoyer est assez clair. La justice ne s'applique pas à tout le monde de la même manière. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. Le véritable rôle d'Epstein. Il n'était pas une simple anomalie, un prédateur isolé. Tel que les dossiers le décrivent, il était un outil de chantage, de compromission et finalement un outil de contrôle des élites.
Pour le dire autrement, il n'était pas un bug dans le système, il en était une fonctionnalité. Et cette fonctionnalité, eh bien, elle a des conséquences qui dépassent de très loin les crimes sexuels. Elle redessine littéralement la carte du pouvoir mondial. La thèse la plus dérangeante qui semble émerger de ces documents, c'est la suivante. Quand des dirigeants sont compromis, ils ne sont plus libres de gouverner. Ils obéissent. Certains analystes suggèrent que l'incroyable inaction politique face à des crises majeures, comme la guerre à Gaza, pourrait être une illustration de cette paralysie. Selon cette logique, quand le chantage entre en jeu, la morale devient une simple option. Et ça nous ramène à notre point de départ, l'Algérie. Un pays qui n'offre aucune prise à ce système de compromission devient une anomalie. Et selon cette même logique, un État qui est réellement indépendant n'est pas un État respecté. C'est un État qu'on marginalise, qu'on diabolise, tout simplement parce qu'il est incontrôlable. Au final, l'affaire Epstein, telle que décrite dans ces milliers de pages, n'oppose pas simplement le bien au mal. Elle oppose ceux qui sont compromis à ceux qui refusent de l'être. Les faits sont là, ils sont publics. La question, aujourd'hui, ce n'est plus vraiment de savoir ce qui s'est passé. C'est de voir qui aura le courage politique et judiciaire d'agir. La transparence est devenue une véritable ligne de fracture. Reste à savoir de quel côté l'histoire se placera.